Lors des retrouvailles de la famille de mon mari, son frère a fait une blague, si tu disparaissais aujourd'hui, on célébrerait probablement. Toute la table a éclaté de rire sauf moi. J'ai calmement fini mon assiette et j'ai dit, théorie intéressante. Je suis parti ce soir-là, j'ai changé de numéro et j'ai disparu. 6 mois plus tard, il me cherche désespérément. Si tu disparaissais aujourd'hui, on célébrerait probablement, lança Antoine avec un sourire narquois, soulevant sa bouteille de bière vers moi par-dessus la table de pique-nique. Toute la famille éclata de rire, sa femme Camille étouffant dans son thé glacé, ma belle-mère, Martine, battant des mains, et même Marc, mon mari, gloussant à côté de moi. Tout le monde sauf moi. Je finis calmement de mâcher mon sandwich au poulet et le poser sur mon assiette en carton. Le soleil de l'après-midi tapait fort dans le jardin de Bordeaux, où la famille Moreau s'était rassemblée pour ses retrouvailles annuelles. 37 parents étaient étalés sur des chaises de jardin et des tables de pique-nique, leur voix couvrant le bruit des enfants qui barbotaient dans la piscine. Théorie intéressante, dis-je calmement, époussetant ma bouche avec une serviette. Le sourire d'Antoine s'élargit. Allez. Élise. Tu sais qu'on plaisante. Mais sérieusement, Marc ferait probablement plus de choses sans que tu monopolisais l'ordinateur toute la journée. Encore des rires parcoururent le groupe. Je regardais Marc hocher la tête, son sourire rôdait à la vente jamais défaillant. Il pensait probablement à la façon dont cela s'intégrait dans son récit. Le vendeur à succès marié à la femme excentrique qui jouait sur les ordinateurs pendant qu'il rapportait l'argent réel. S'il savait seulement. Mon téléphone vibra avec une notification de mon compte professionnel. Un autre paiement était passé. 15 000 € de la société Synergitech pour le système de gestion d'inventaire personnalisé que j'avais livré la semaine dernière. Je jetai un coup d'œil au montant et remis le téléphone dans mon sac sans rien dire. Pourquoi le ferais-je? Selon tout le monde ici, je ne faisais que des trucs d'ordinateur à la maison. Vous vous souvenez quand Élise a essayé d'expliquer son travail à Noël, intervint Camille, la voix empreinte de condescendance. Quelque chose à propos des bases de données et de l'informatique en nuage. Je pense qu'elle nous a perdus après le salut. Martine hocha la tête avec enthousiasme. Dieu merci. Marc a un vrai travail pour subvenir aux besoins de la famille. Je ne sais pas ce que nous ferions si nous devions tous dépendre de ce que vous faites, ma chère. Je pris une gorgée de ma limonade et laissai les mots m'envahir. Ils n'avaient aucune idée que leur fils au vrai métier était 3 mois en retard sur les mensualités du prêt de la maison jusqu'à ce que je transfère discrètement de l'argent pour le couvrir. Ils ne savaient pas que la somptueuse croisière familiale qu'ils avaient faite au printemps dernier était financée par mes trucs d'ordinateur. Ils ne réalisaient certainement pas que l'entreprise de construction d'Antoine avait survécu parce que j'avais cosigné un prêt pour lui il y a 6 mois. Une faveur que Marc m'avait supplié de faire sans dire à sa famille d'où venait le soutien financier. La conversation passa à d'autres sujets, mais quelque chose s'était cristallisé à ce moment-là. Ces gens me considéraient comme un poids mort, un fardeau pour leur précieux Marc. Dans leur esprit, j'étais la femme chanceuse qui pouvait profiter de son succès tout en n'apportant rien de valable. Je finis mon assiette en silence, les regardant tous rire et plaisanter, complètement inconscient du fait qu'ils se moquaient de leur propre bouée financière. En grandissant, j'avais toujours été la plus discrète, préférant les ordinateurs aux gens. Pendant que les autres enfants jouaient dehors. J'apprenais les langages de programmation et je créais des sites web pour les entreprises locales. Lorsque j'ai obtenu mon diplôme de l'Université de Bordeaux, j'avais déjà lancé ma société de conseil, logiciel et innovation, bien qu'elle traite aujourd'hui bien plus que de la publication. Marc et moi nous sommes rencontrés il y a 5 ans dans un café près de son bureau. Il était charmant, confiant. Et avait une façon de me faire sentir comme si j'étais la personne la plus intéressante de la pièce. Il vendait du matériel médical aux hôpitaux et gagnait décemment environ 70 000 € par an. J'étais impressionné par son ambition et la façon dont il parlait de sa famille très unie. Ils vont t'adorer, m'avait-il dit après 3 mois de fréquentation. Ma mère dit toujours que j'ai besoin de quelqu'un pour me garder les pieds sur terre. La première fois que j'ai rencontré les Moreau, j'étais nerveuse mais excitée. Je m'étais habillée avec soin, apporté des biscuits faits maison, et je m'étais préparé à parler de mon travail si quelqu'un le demandait. Mais lorsque Martine m'a présenté à la famille élargie, elle a dit « Voici Élise, la petite amie de Marc. Elle fait quelque chose avec des ordinateurs. » J'avais ouvert la bouche pour expliquer que je possédais une entreprise de conseil en logiciel, mais Marc était intervenu.
Elle est vraiment douée avec la technologie. Elle m'aide toujours à résoudre les problèmes de mon ordinateur portable. La conversation s'est rapidement orientée vers les dernières réussites commerciales de Marc. Et je me suis retrouvé à hocher la tête pendant qu'il décrivait les transactions conclues et les quotas dépassés. Personne n'a plus jamais demandé mon entreprise. Lorsque nous nous sommes mariés 2 ans plus tard, Marc a suggéré que je conserve mon nom de jeune fille à des fins professionnelles, ce qui semblait attentionné à l'époque. Ce que je n'avais pas réalisé, c'est que cela lui permettait de maintenir la fiction selon laquelle son succès était entièrement le sien. Il disait aux gens que nous nous en sortions tous les deux bien, mais d'une manière ou d'une autre, l'attention retombait toujours sur sa carrière. Notre maison à Bordeaux était magnifique. Une villa de 4 chambres avec une piscine et une vue sur les vignobles. Marc adorait y organiser des réunions de famille, jouant le rôle du pourvoyeur prospère. Il faisait visiter notre bureau à domicile, désignant mes doubles moniteurs et plaisantant sur ma configuration informatique sophistiquée. Élise a son petit truc d'entreprise en cours, disait-il avec une condescendance affectueuse. Ça l'occupe pendant que je suis dehors à conclure des affaires. Ce qu'il ne voyait pas, c'étaient les factures sur mon bureau. Les contrats avec de grandes entreprises, les relevés bancaires montrant des dépôts mensuels qui éclipsaient les chèques de commission de Marc. Mon petit truc d'entreprise avait généré plus de 400 000 € rien que l'année dernière. J'avais essayé de corriger le récit à quelques reprises. Mais Marc devenait mal à l'aise lorsque je mentionnais des chiffres spécifiques ou des noms de clients. « Tu ne veux pas avoir l'air de te vanter », murmura-t-il plus tard. Ma famille n'est pas vraiment portée sur tout ça. J'ai donc appris à rester silencieuse, à le laisser avoir son moment sous les feux de la rampe. Mais aujourd'hui, en écoutant la blague d'Antoine et en voyant tout le monde rire à l'idée que ma disparition soit un sujet de célébration, j'ai réalisé quelque chose d'important. Il croyait sincèrement que j'étais remplaçable. Le trajet de retour des retrouvailles fut silencieux. Marc fredonnait la radio, commentant occasionnellement le nouveau camping-car de son cousin ou la terrible tarte aux pommes de terre de sa tante. Il semblait inconscient de mon silence, ce qui n'était pas inhabituel. Après 5 ans ensemble, il s'était habitué à ma nature réservée lors des réunions de famille. C'était amusant, dit-il alors que nous entrions dans notre allée. Maman avait l'air vraiment heureuse. Je pense qu'elle se réchauffe enfin pour toi. J'ai déverrouillé la porte d'entrée sans répondre. À l'intérieur, la maison semblait différente d'une manière ou d'une autre, comme si je la voyais avec de nouveaux yeux. Cette belle maison que Marc aimait tant montrer. Cette vie que nous avions construite ensemble. Tout reposait sur un fondement de mensonges et d'hypothèses. Dans mon bureau, je me suis assise à mon ordinateur et j'ai ouvert mes comptes professionnels. 3 factures en attente totalisaient 47 000 €. Mon compte d'épargne affichait un solde de 230 000 €. Le compte courant joint que Marc croyait contenir notre argent contenait principalement mes dépôts, ses contributions couvrant peut-être 30% de nos dépenses mensuelles. J'ai ouvert le relevé hypothécaire. Nous avions acheté la maison il y a 3 ans avec un acompte entièrement provenant de mon épargne professionnelle. Bien que Marc ait signé les documents et géré les réunions avec le courtier. Pour sa famille, il était le propriétaire qui avait gracieusement permis à sa femme de contribuer là où elle le pouvait. Mon téléphone sonna, un client appelant pour un projet urgent. J'ai passé 45 minutes à discuter de l'architecture de la base de données et des exigences du calendrier. En citant un prix qui couvrirait le salaire de Marc pendant 6 mois. Quand j'ai raccroché, Marc a jeté un coup d'œil dans le bureau. « Appel de travail ?» demanda-t-il, desserrant sa cravate. « Juste des trucs d'ordinateur » ai-je répondu, en le regardant. Il hocha la tête et disparut dans le couloir. L'ironie ne m'a pas échappé. Il s'intéressait plus à son équipe de football locale qu'à l'entreprise qui finançait son style de vie. Ce soir-là, alors que nous étions assis sur le canapé à regarder la télévision, je me suis retrouvé à étudier Marc objectivement. C'était un homme bon à bien des égards, gentil avec les animaux, serviable avec les voisins âgés, généreux avec ses amis. Mais il avait bâti son identité autour du fait d'être le pourvoyeur, le mari prospère avec la femme de soutien. La vérité selon laquelle je gagnais 5 fois plus que lui ne correspondait pas à son récit. Antoine était assez drôle aujourd'hui, dit Marc pendant une pause publicitaire. J'adore comment il peut dissiper les tensions avec une blague. Des tensions, ai-je demandé. Tu semblais un peu silencieuse à dîner. Je pensais que tu te sentais peut-être exclue de la conversation. Je l'ai regardé pendant un long moment.
Il croyait sincèrement que le commentaire de son frère sur la célébration de ma disparition était juste une plaisanterie inoffensive. Il ne voyait pas la cruauté, le mépris. La façon dont cela révélait à quel point il valorisait peu ma présence dans leur vie. Peut-être que je l'étais, dis-je doucement. Cette nuit-là, Marc dormant à côté de moi. Je suis resté éveillé, pensant aux mots d'Antoine. Il célébrerait probablement si je disparaissais. Eh bien, peut-être qu'il était temps de tester cette théorie. Le lendemain matin. Je me suis réveillé avec une clarté inhabituelle. Marc était déjà parti au travail, sa tasse de café abandonnée dans l'évier et sa vaisselle du petit déjeuner éparpillée sur le comptoir. Un lundi matin typique dans notre maison. Il se précipitait vers ses importantes réunions de vente pendant que je restais à la maison pour faire mes trucs d'ordinateur. Je me suis fait du thé et je me suis installé dans ma chaise de bureau. Mais au lieu d'ouvrir des dossiers clients, j'ai commencé à faire l'inventaire de ma vie. Chaque compte professionnel. Chaque investissement, chaque actif que j'avais accumulé au cours des 5 dernières années. Les chiffres peignaient un tableau saisissant d'indépendance financière que la famille de Marc ne pouvait même pas imaginer. Ma société de conseil avait des contrats avec 12 grandes entreprises dans le sud de la France. Solucom dépendait de mon logiciel de gestion de projets personnalisés. L'ensemble du système d'analyse de données de Tech Global fonctionnait sur des programmes que j'avais créés à partir de zéro. J'avais un revenu mensuel récurrent que la plupart des familles considéraient comme une richesse de retraite. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, je m'étais laissé devenir invisible dans mon propre mariage. Mon téléphone vibra avec un SMS de Marc. J'ai oublié mon stylo porte-bonheur. Peux-tu le déposer au bureau vers 14 heures? Grosse présentation aujourd'hui. Je t'aime. J'ai regardé le message, me souvenant de demandes similaires au fil des ans. Pourrais-je lui apporter son déjeuner? Pourrais-je aller chercher son pressing? Pourrais-je gérer les réparations de la maison pendant qu'il se concentrait sur le travail? De petites faveurs qui semblaient raisonnables à l'époque. Mais qui ressemblaient maintenant à des symptômes d'un problème plus vaste. Au lieu de répondre immédiatement, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à rechercher quelque chose que je n'avais jamais sérieusement envisagé auparavant, ce qu'il faudrait pour relocaliser mon entreprise. En tant que consultante en logiciel, je pouvais travailler n'importe où avec une connexion Internet fiable. La plupart de mes clients communiquaient de toute façon par appel vidéo et par email. Toulouse revenait constamment dans mes recherches. Le centre technologique avait une scène de start-up florissante. Des sociétés de capital risque et des entreprises qui pourraient réellement valoriser mon expertise. Je me suis retrouvé à parcourir des annonces d'appartements et d'espaces de bureaux. Imaginant une vie où mon travail ne serait pas rejeté comme des trucs d'ordinateur. Vers midi, ma belle-mère a appelé. Élise, ma chérie. Je voulais te remercier encore une fois d'avoir organisé hier, dit Martine, sa voix chaleureuse avec cette douceur artificielle qu'elle réservait aux appels familiaux. Marc est si chanceux d'avoir quelqu'un qui est prêt à soutenir ses objectifs de carrière. Soutenir ses objectifs de carrière, ai-je répété. Eh bien, tu sais. En gérant la maison et ton petit hobby d'entreprise pendant qu'il se concentre sur le travail important. Toutes les femmes ne seraient pas si compréhensives à l'idée d'être le deuxième revenu. Il y avait encore cette hypothèse que j'étais d'une manière ou d'une autre inférieure, que mes contributions étaient insignifiantes. Je me demandais si Marc avait activement encouragé cette croyance ou simplement jamais pris la peine de la corriger. Martine, dis-je prudemment. Qu'est-ce que tu penses que je fais réellement comme travail? Elle a ri. Oh, tu me connais, ma chère. Tout ce bavardage sur les ordinateurs me dépasse complètement. Marc a mentionné que tu aides les petites entreprises avec leur site web ou quelque chose comme ça. Très gentil de ta part d'avoir un petit projet. Un petit projet. 400 000 € de revenus l'année dernière était un petit projet. Marc t'a-t-il déjà donné des détails spécifiques sur mon entreprise? Ai-je insisté? Eh bien, non. Mais pourquoi le ferait-il? Les hommes ne discutent généralement pas des loisirs de leurs femmes en détail. Il s'est toujours concentré sur la vision globale. S'assurant que vous ayez tous les deux la sécurité financière grâce à son avancement professionnel. Après avoir raccroché, je suis resté assise dans un silence abasourdi. Ce n'était pas seulement qu'il sous-estimait mon succès. Il n'avait aucune idée qu'il existait. Marc avait créé une fiction tellement complète sur notre dynamique financière que sa propre mère croyait que je dirigeais une sorte de projet de site web caritatif.
J'ai ouvert nos relevés bancaires conjoints et retracé les modèles de dépôt. Chaque mois, mes revenus professionnels affluaient sur nos comptes partagés. Tandis que les chèques de commission de Marc semblaient presque fantaisistes en comparaison. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, il avait maintenu le récit selon lequel il était notre fondation financière. Mon téléphone vibra à nouveau. « Tu as trouvé le stylo ? J'en ai vraiment besoin pour la réunion de 15 heures. » Cela pourrait être une grosse commission. J'ai regardé son message et j'ai réalisé quelque chose de profond. J'avais passé 5 ans à lui faciliter la vie, pendant qu'il s'attribuait le mérite de la stabilité que je lui apportais. Le stylo était probablement sur son bureau au bureau. Mais il préférait que je traverse la ville plutôt que de le chercher lui-même. Pour la première fois de notre mariage, j'ai supprimé son message sans répondre. Le mardi matin apporta une autre révélation. Je révisais les contrats clients lorsque j'ai découvert quelque chose que j'avais oublié. Un accord de non-divulgation que j'avais signé avec Data Pro France il y a 6 mois. Ils m'avaient engagé pour reconstruire l'intégralité de leur système de gestion de la clientèle. Un projet si complexe qu'ils avaient insisté sur le secret absolu quant à leur nouvel avantage concurrentiel. Le contrat valait 200 000 €, payable en versement trimestriel. J'avais déposé les premiers 50 000 € en mars, mais dans l'excitation de terminer d'autres projets, je ne lui en avais jamais parlé. Pour autant qu'il le sache. Cet argent provenait de mon travail de conseil régulier. J'ai réalisé que ce n'était pas le seul revenu important qu'il ignorait. Il y avait la récupération de données d'urgence que j'avais faite pour Vinov Data. 30 000 € pour une semaine de travail. L'application mobile que j'avais développée pour une start-up à Marseille, 45 000 € plus les frais de maintenance continue. Plusieurs flux de revenus qui existaient complètement en dehors de la conscience de Marc. Il ne s'agissait plus seulement de lui qui s'attribuait le mérite de mon succès. Il s'agissait du fait que j'étais financièrement indépendante depuis des années sans même m'en rendre pleinement compte moi-même. Au déjeuner, j'ai appelé mon comptable, Hélène, avec qui je travaillais depuis le début de mon entreprise. « Élise, bon d'entendre de tes nouvelles, dit-elle. Je préparais juste tes rapports trimestriels. Tu as une année exceptionnelle. Hélène, je dois te demander quelque chose de confidentiel. Si je voulais relocaliser mon entreprise dans un autre département, que faudrait-il faire ? » Il y eut une pause. « Tout va bien ? J'explore simplement des options. Hypothétiquement, à quelle vitesse pourrais-je transférer mes opérations commerciales ? Eh bien, puisque tu es établi en tant que SARL et que la majeure partie de tes revenus provient du conseil à distance, ce serait relativement simple. Les principales considérations seraient les implications fiscales de l'État et la mise à jour de votre enregistrement commercial. Pensez-vous à un endroit précis ? Toulouse. La Haute-Garonne n'a pas d'impôt sur le revenu des particuliers, donc ce serait en fait un avantage. Tu pourrais probablement achever la transition en 60 jours si tu étais motivé. Marc soutient-il un déménagement potentiel ? Je me suis retrouvé incapable de répondre à cette question. Marc ne connaissait même pas la portée réelle de mon entreprise. Comment pourrais-je prédire sa réaction à sa relocalisation ? Cet après-midi-là, j'ai décidé de mener une expérience. Lorsque Marc est rentré du travail, je lui ai dit que j'avais passé une bonne journée avec mes clients. « C'est super, chérie, dit-il en attrapant une bière dans le réfrigérateur. Sur quel type de projet travailles-tu ? J'ai terminé un système de base de données majeur pour une société. Le client était vraiment satisfait des résultats. Cool. Ça paie combien d'habitude ? Je regardais attentivement son visage. Celui-ci était de 50 000 €. Marc a failli s'étouffer avec sa bière. 50 000 € pourquoi ? Genre 6 mois de travail ? 6 semaines. Le silence s'étira entre nous. Je pouvais le voir traiter les implications, essayer de concilier cette information avec sa compréhension de mon hobby d'entreprise. C'est vraiment bien, Élise. Je n'avais aucune idée que tes projets étaient si importants. Marc, combien penses-tu que je gagne par an ? Il se déplaça mal à l'aise. Je ne sais pas. Je pensais peut-être 30 ou 40 000 €. Assez pour aider avec les dépenses. L'année dernière, j'ai généré 412 000 € de revenus. La bouteille de bière lui échappa des mains, tombant sur le comptoir de la cuisine. Son visage passa par une série d'expressions, incrédulité, confusion, et quelque chose qui ressemblait presque à de la trahison.
C'est impossible, dit-il finalement. J'aurais su. On en aurait parlé. Nous ne parlons jamais de mon travail en détail. Tu changes toujours de sujet quand j'essaie d'expliquer ce que je fais. Mais cela signifierait que tu gagnes plus que lui. Il s'interrompit, la réalité s'installant. Plus que toi? Oui, considérablement plus. Marc me regarda comme s'il voyait un étranger. D'une certaine manière, je suppose qu'il l'était. La conversation qui s'ensuivit fut différente de toutes celles que nous avions eues dans notre mariage. Marc s'assit à la table de la cuisine. La tête dans les mains pendant que j'expliquais la réalité de notre situation financière. Chaque dépense majeure, chaque contribution familiale, chaque filet de sécurité dont nous avions bénéficié. Tout remontait à mes revenus professionnels. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» demanda-t-il, sa voix à peine audible. J'ai essayé plusieurs fois. Tu ne semblais jamais intéressé par les détails. Mais cela change tout. Cela signifie que je me suis attribué le mérite de mon succès. Oui. Marc leva les yeux brusquement. Ce n'est pas juste. Je n'ai jamais prétendu gagner autant d'argent. Non, mais tu n'as jamais corrigé les suppositions de personne non plus. Ta famille pense que tu es le pourvoyeur. Ils pensent que je suis une sorte de femme au foyer dépendante avec un passe-temps informatique mignon. Ma famille ne comprend pas les affaires. J'essayais de garder les choses simples. Simple. Marc, ton frère a plaisanté en disant qu'il célébrerait si je disparaissais. Ta mère appelle mon entreprise un petit projet. Il pense que je suis un poids mort. Il se leva brusquement, se dirigeant vers la fenêtre. Antoine était juste Antoine. Il fait des blagues sur tout le monde. Il ne s'agit pas spécifiquement d'Antoine. Il s'agit du fait que tu aies permis à toute ta famille de croire à un mensonge sur qui nous sommes et ce que j'apporte. Alors, que veux-tu que je fasse? Les appeler tous et annoncer que ma femme gagne plus que moi? M'émasculer devant toute ma famille? Voilà le vrai problème. L'ego de Marc ne pouvait pas supporter la vérité sur notre dynamique financière. Il préférait laisser sa famille me manquer de respect plutôt que d'admettre que j'étais le principal soutien de famille. Je veux que tu sois honnête, dis-je doucement. Je veux que tu arrêtes d'avoir honte de mon succès. Je n'ai pas honte. Je suis fier de toi. Mais il y a une différence entre être fier et le faire étalage devant tout le monde. Comment le fait de corriger leurs idées fausses est-ce leur faire étalage? Marc ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il sortit son téléphone et commença à faire défiler des messages. Je dois répondre à des courriels professionnels, dit-il, mettant ainsi fin à la conversation. Cette nuit-là, je me suis allongé dans mon lit, écoutant Marc respirer à côté de moi. Plus tôt. Il avait fait semblant de travailler tard sur son ordinateur portable, mais je l'avais vu parcourir les réseaux sociaux et regarder des vidéos. Il m'évitait, évitait la conversation. Évitait la réalité qui venait de briser son récit soigneusement construit. J'ai repensé aux mots d'Antoine. Si je disparaissais aujourd'hui, il célébrerait probablement. Plus j'y pensais, plus je réalisais qu'il avait peut-être raison, mais pas pour les raisons qu'il croyait. Il célébrerait parce qu'il pensait que Marc serait libre de trouver une meilleure épouse. Quelqu'un qui contribuerait plus significativement au succès de leur famille. Il n'avait aucune idée que ma disparition déclencherait un effondrement financier qui toucherait chaque membre de leur famille élargie. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé tranquillement à rechercher à nouveau l'immobilier à Toulouse. Cette fois, je ne faisais pas que naviguer. Je planifiais des appartements près des corridors technologiques, des espaces de bureaux pour une société de conseil en pleine croissance. Des entreprises de déménagement spécialisées dans les déménagements transfrontaliers. Marc s'est agité à côté de moi et j'ai rapidement fermé le navigateur. Mais mon esprit travaillait déjà à plein régime, calculant les délais et la logistique. Si je devais disparaître, cela devrait être exécuté sans faille. Pas de pistes inachevées. Pas de traces vers Bordeaux, aucune opportunité pour Marc de manipuler la situation à son avantage. Alors que je sombrais dans le sommeil. Je me demandais ce qu'Antoine penserait quand il réaliserait que sa blague avait déclenché le scénario exact qu'il avait décrit. Seulement cette fois, personne ne célébrerait. 3 semaines plus tard, tout était en mouvement. J'avais trouvé un appartement parfait dans le quartier du Capitole à Toulouse. Sécuriser un espace de bureau dans un immeuble plein de start-up technologiques,
et organiser le transport avec une entreprise de déménagement. Marc est resté inconscient. Trop occupé par ses propres drames professionnels pour remarquer mes préparatifs minutieux. Un jeudi matin, alors qu'il se précipitait pour une autre réunion de vente cruciale. J'ai commencé la phase finale de mon plan. D'abord, j'ai transféré tous les fonds de l'entreprise de nos comptes conjoints, les déplaçant vers une nouvelle banque dans le département de la Haute-Garonne. Les comptes personnels, je les ai laissés intacts. Marc pouvait avoir son propre argent. Mais il ne pouvait plus accéder au mien. Ensuite, j'ai appelé chacun de mes principaux clients pour les informer de la relocalisation de mon entreprise. La conversation avec Data Pro France a été particulièrement satisfaisante. En fait, nous espérions que vous envisageriez de vous étendre dans le sud-ouest, a déclaré mon contact. Nous avons plusieurs sociétés subsidiaires à Toulouse qui pourraient utiliser vos services. Ce moment est parfait. À midi, j'avais obtenu suffisamment de nouveaux contrats pour doubler mes revenus en 6 mois. Toulouse n'était pas seulement une voie d'évasion. C'était un tremplin pour la prochaine phase de ma carrière. La partie la plus difficile fut d'appeler l'entreprise de construction d'Antoine. 6 mois auparavant, lorsqu'il avait eu besoin de financement pour du nouvel équipement, Marc m'avait supplié de co-signer un prêt. Antoine n'a jamais su que j'étais la véritable garante. Il pensait que Marc avait arrangé le financement par le biais de ses contacts commerciaux. Bonjour. Ici Élise Moreau, ai-je dit quand la secrétaire d'Antoine a répondu. J'ai besoin de discuter du prêt d'équipement que je garantis pour votre entreprise. Il y eut une longue pause. Je suis désolé. Je pense qu'il y a eu une erreur. Marc Moreau est le garant de ce prêt. En fait, je le suis. Je vais transférer la responsabilité du prêt directement à Antoine. Il devra organiser un nouveau financement dans les 30 jours, sinon l'équipement sera saisi. Quand elle m'a transféré à Antoine, j'ai pu entendre la confusion dans sa voix. Élise. Qu'est-ce que c'est que ce prêt? Je pensais que Marc s'occupait de toutes ses affaires. Marc n'a pas le crédit ni le revenu pour garantir un prêt de cette ampleur, Antoine. Je suis le soutien financier depuis 6 mois. Puisque vous me considérez comme remplaçable, vous devrez gérer votre propre financement d'entreprise à l'avenir. Le vendredi soir, j'ai chargé les derniers de mes effets personnels dans ma voiture. Le camion de déménagement avait emporté mon équipement de bureau et mes meubles la veille pendant que Marc était au travail. J'ai laissé derrière moi tout ce qu'il considérait comme le nôtre. Les appareils de cuisine fantaisie, les meubles du salon, les objets décoratifs que sa mère nous avait offerts. Mais j'ai emporté tout ce qui était vraiment à moi. Mes ordinateurs, mes dossiers professionnels, mes souvenirs personnels et mon indépendance financière. J'ai laissé une note sur le comptoir de la cuisine à côté du relevé hypothécaire et des factures de services publics. Marc, je suis tes conseils d'Antoine et je disparais. Puisque ta famille célébrerait mon absence, j'ai pensé leur donner ce qu'elles veulent. Tu découvriras que nos comptes d'entreprise conjoints ont été fermés. C'était de toute façon mes comptes. L'hypothèque et les services publics sont maintenant ta responsabilité, tout comme le prêt d'équipement d'Antoine, que j'ai transféré à nouveau à lui. Tu es enfin libre d'être le pourvoyeur que ta famille croit que tu es. N'essaie pas de me contacter. Je recommence quelque part qui valorise ce que j'apporte. Élise. Pouesse. Tu voudrais peut-être expliquer à ta famille que ta femme avec son petit hobby informatique était en fait votre fondement financier. Elles vont apprendre exactement ce que signifie ma disparition. J'ai conduit toute la nuit, m'arrêtant seulement pour faire le plein et prendre un café. Alors que Bordeaux disparaissait dans mon rétroviseur, je me suis senti plus légère que depuis des années. Mon téléphone vibrait constamment d'appels et de SMS de Marc, mais j'avais déjà changé mon numéro. Le vieux téléphone finirait dans une décharge quelque part à l'extérieur de Montauban. Le samedi matin, j'étais à Toulouse pour signer le bail de mon nouvel appartement. Le lundi, je rencontrais des clients potentiels qui considéraient mon expertise comme précieuse. Pas comme quelque chose à minimiser ou à cacher. Pour la première fois depuis des années, j'étais exactement là où j'étais censé être. 6 mois plus tard. Les conséquences de ma disparition avaient eu des répercussions sur la famille Moreau comme une série de dominos. Marc avait été contraint de retourner vivre chez ses parents après le début des procédures de saisie de notre maison. Ses commissions de vente, qui semblaient impressionnantes lorsqu'elles étaient complétées par mes revenus, ne suffisaient pas à couvrir les mensualités hypothécaires à elles seules.
L'entreprise de construction d'Antoine luttait sans le prêt que j'avais garanti. Il avait été contraint de retourner l'équipement et de licencier la moitié de son équipe. La réunion familiale prévue à Nice avait été annulée lorsque Marc n'avait pas pu contribuer sa part habituelle. Argent qui provenait de toute façon de mes comptes. Camille avait appelé toutes les personnes qu'elle connaissait, essayant de me retrouver. Martine avait engagé un détective privé. Convaincu que quelque chose de terrible avait dû arriver pour que j'abandonne mon mariage si soudainement. Ils ne pouvaient pas comprendre que j'étais parti volontairement. Que leur traitement méprisant avait des conséquences. Pendant ce temps, ma société de conseil avait décroché 3 contrats majeurs avec des entreprises basées à Toulouse. Logiciels et innovation prospéraient dans un environnement qui respectait l'innovation et l'expertise. J'avais été invité à parler lors de conférences technologiques, à rejoindre des organisations professionnelles et à établir des relations avec d'autres entrepreneurs prospères. L'ironie ne m'avait pas échappé. Antoine avait eu raison sur une chose. Ma disparition avait révélé exactement la valeur de ma présence. Juste pas de la manière dont aucun d'entre eux ne s'y attendait. Alors que j'étais assise dans mon nouveau bureau surplombant la Garonne, je ne pouvais m'empêcher de sourire au souvenir de cette réunion de famille il y a 6 mois. La blague cruelle d'Antoine avait été le catalyseur de la meilleure décision que j'ai jamais prise. Parfois, les personnes qui nous blessent le plus finissent par nous donner exactement la poussée dont nous avons besoin pour revendiquer notre valeur. J'avais disparu comme il l'avait suggéré. Mais la seule personne à célébrer, c'était moi.